Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver après cette pause estivale. On est lundi 31 août, on enregistre le jeudi 27, mais on avait décidé pour cette rentrée de commencer avec une interview du maire de Tours, Emmanuel Denis. Emmanuel Denis, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu. Alors on se retrouve ici, on est au bout de l'île Simon, oui. Un écrin de verdure du centre-ville, il y a la Loire à nos pieds et le pont Wilson qui a fait parler cet été. C'est un endroit qui vous parle déjà ici? Oui, bien sûr, c'est un endroit symbolique de la ville puisque c'est là où on est au cœur de la métropole, mais en même temps on a l'impression d'être au cœur de la nature. Donc c'est vraiment le symbole de la ville de Tours entre ces deux fleuves et ces endroits où voilà, on peut oublier totalement l'urbanisme quasiment. Un endroit vraiment symbolique. Vous êtes donc maire écologiste, forcément, il y a eu encore cet été un épisode de canicule. La verdure en ville, c'est quelque chose d'important, vous l'avez rappelé. Oui, alors c'est essentiel, effectivement. Malheureusement, le réchauffement climatique ne s'est pas arrêté pendant la période de confinement, au contraire. On s'est rendu compte avec ce nouvel épisode de canicule qu'il était bien là et qu'on allait en ressentir les effets de plus en plus. Et donc on a l'obligation d'adapter nos villes à ce réchauffement climatique pour que nos villes soient encore vivables d'ici 5-10 ans. Et donc l'un des meilleurs moyens d'adapter nos villes à ce réchauffement climatique, c'est la revégétalisation. Je rappelle qu'un arbre, par exemple, c'est l'équivalent de 5 climatiseurs puisque ça permet une évaporation d'eau qui refroidit l'air. Donc on a besoin d'avoir des végétaux en nombre important en ville, des arbres. Donc dans nos priorités, bien sûr, il y aura la revégétalisation de la ville. Donc c'est aussi tout un pan d'urbanisme. Alors ça a commencé cet été, vous avez commencé très fort avec une mesure plus que symbolique selon vous, mais très symbolique, la fermeture du pont Wilson aux voitures que l'on voit là, il y a quelques cyclistes qui passent d'ailleurs. C'était important de prendre la décision aussi rapidement? Alors c'était dans nos annonces, dans nos engagements de campagne, on avait dit qu'on aurait dès cet été des mesures de réponse à l'urgence sanitaire, à l'urgence économique. Et donc dans l'ensemble de ces mesures, on avait en particulier le fait de travailler à la révolution des mobilités qu'il faut faire et de profiter des dispositifs de pistes vélo transitoires pour justement amplifier ces dispositifs. Ça avait été initié par l'équipe précédente, il faut s'en souvenir. Donc depuis plusieurs mois, on a déjà ici ou là des aménagements vélos qui avaient été mis en place. On voulait renforcer cela. Donc on a travaillé sur un parcours cohérent qui va du nord de Tours, donc à partir de la place Choiseul jusqu'à la gare, et puis qui sera prolongé. Et c'est ça qui était important aussi dans cette décision, c'est que ça a une vraie cohérence. Et puis il y aura un aboutissement au mois de septembre, puisqu'on aura des travaux sur le mile du boulevard Horteloup pour avoir une continuité de cette nouvelle piste cyclable sécurisée à partir de fin septembre. L'idée, c'est vraiment de proposer une alternative aux bandes cyclables, une alternative aux pistes cyclables qui n'ont pas de continuité, et donc de vraies pistes cyclables sécurisées. Donc c'est ce à quoi on travaille, et cette expérimentation qui est donc lancée entre le nord de Tours et la gare, c'est vraiment, à mon avis, un segment important du futur réseau vélo express sur lequel on s'est engagé à réaliser 40 km sur la métropole dans le mandat. Alors c'est un projet qui a fait beaucoup parler, il y a notamment des opposants assez farouches à cette fermeture du pont Wilson. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, d'abord c'est une expérimentation qui s'inscrit dans un dispositif qui s'est. Alors sur France Bleu Touraine, vous avez dit que vous ne reviendrez pas en arrière. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, mais personne n'a écouté. Alors c'était sur France Info, la veille. C'était une interview de 7 minutes où j'avais expliqué pourquoi je soutenais bien sûr la proposition que j'avais faite. Et donc j'ai expliqué les mots, les termes exacts. Et je pense qu'on ne reviendra pas sur ce dispositif parce que ça offre effectivement un nouveau parcours sécurisé, parce que c'est aussi sur le pont Wilson, l'intérêt c'est aussi de redonner de l'espace public aux piétons, de créer un vrai balcon sur la Loire qui est inscrite, comme vous le savez, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une vue extraordinaire. Et donc l'idée, c'est aussi, au-delà de ce parcours vélo, c'est aussi de recréer, de réinvestir ce pont, de pouvoir imaginer
des installations éphémères, des expositions d'artistes, des bouquinistes, voilà, plein de choses. Donc créer de l'animation de la vie sur ce pont. Bien sûr, pour moi c'est un phare touristique de la ville. La Loire est un phare touristique de la ville. Il faut la mettre en valeur. On a déjà la Guinguette, on a la plage de l'autre côté. Là c'est un trait d'union entre les deux, donc un parcours apaisé. Donc ça c'est pour voilà, l'aspect espace public. Et puis après, en termes de circulation, parce qu'on peut se poser la question, deux choses. À la fois cette décision symbolique, elle permet aux gens elle crée, je pense, un vrai choc et les gens se disent ben ouais, pourquoi pas remettre en cause mon mode de mobilité. Vous le vouliez, ce choc? C'est important aussi. C'est comme ça qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des vrais changements, qu'il y ait des nouvelles habitudes qui se créent. Donc voilà, ce symbole-là, il était important. Et puis, au-delà de ça, tout ça s'inscrit dans une politique quand même de mobilité qui est globale, puisqu'il n'y a pas que le vélo. Il y aura aussi les transports en commun. Donc il y a une cohérence à commencer par ce segment, puisque c'était réalisable de manière expérimentale, justement en saisissant l'opportunité de ces pistes cyclables transitoires. Donc voilà, je pense que c'est une décision voilà, qui pourra être expérimentée pendant les 3 à 6 mois à venir, et on en aura les résultats. Alors bien sûr, on peut se poser la question de comment va se passer la circulation sur les autres ponts. Il faut quand même rappeler que le plus dur avait été fait en 2013, puisqu'en 2013 on avait déjà décidé de rendre ce pont en sens unique. Voilà. Donc aujourd'hui c'est simplement 6% du trafic qui passe sur ce pont, 6% des 3 ponts du centre-ville, hein. Je le rappelle, puisqu'il y a le pont Mirabeau et le pont Napoléon. Mais on ne compte pas bien sûr dans ces le pont du 6%, périphérique et le pont de l'autoroute. Donc au global c'est finalement assez minime en termes de circulation. Donc c'est des nouvelles habitudes à prendre, et puis c'est une nouvelle opportunité pour les cyclistes de se saisir de ce parcours. Alors entre le pont Wilson, l'avenue des Tanneurs aussi, on en parle peu mais elle a été réduite. Il faut s'attendre à une rentrée avec peut-être un peu plus de bouchons. Le mot c'est quoi? C'est changer vos habitudes tout de suite? Eh ben, justement, j'espère que cette décision symbolique aura déclenché certains changements d'habitude. Donc on a les transports en commun avec un tram extrêmement performant, on a le vélo, et puis justement pour essayer d'inciter et de pousser à ce changement, on va voter rapidement au prochain conseil municipal une aide à l'achat de vélos traditionnels. Quand on peut passer au vélo traditionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. On va également faire voter l'aide à l'achat de vélos cargo. C'est intéressant pour les familles parce que ça permet d'emmener. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les vélos avec des petites structures devant. Voilà. Et puis, bien sûr, l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique qui permettent de parcourir des distances jusqu'à 5-7 km de manière très rapide, en ménageant sa peine. Vous êtes un peu caricaturé par vos opposants comme le maire tout vélo. C'est quoi pour vous l'avenir de la voiture en ville? Alors, oui, comme vous le dites, c'est une caricature parce que c'est effectivement peut-être la première mesure, mais on en a pris d'autres. Hein. On parle beaucoup de celle-là, mais on a pris d'autres mesures. En tous les cas, l'avenir des mobilités, je pense que il faut regarder le projet de manière globale. On a une obligation de faire cette révolution des mobilités. Donc il faut redonner de la place au vélo. Si on regarde aujourd'hui la structure d'une rue, si on enlève le bâti, donc il y a 80% de l'espace public qui est aujourd'hui dévolu à la voiture. Est-ce qu'on peut laisser ça? Je veux dire, en 71, Pompidou avait dit il faut adapter la ville aux voitures. Bon, maintenant, on est quand même 50 ans après, on a bien vu les effets que cela avait, donc il faut revenir, il faut faire marche arrière d'une certaine mesure. Enfin, à mon avis, il faut avoir une vraie révolution aussi de l'urbanisme et donc redonner sa place aux piétons, au vélo, et puis laisser la place bien sûr à la voiture et au transport en commun. Donc on aura toujours des voitures en ville, on aura toujours besoin de voitures. L'idée c'est pas de supprimer toutes les voitures, mais c'est vraiment de réduire cette part modale, parce que ça réduit aussi la pollution, et ça c'est un thème aussi extrêmement important. Aujourd'hui la pollution de l'air, qui n'est pas due qu'aux voitures, mais à peu près à 30% liée aux voitures, elle a des effets extrêmement délétères sur la santé, puisqu'on estime à 68 000 morts prématurées par an
les personnes qui sont voilà, décédées dues à la pollution de l'air. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est réduire la place de la voiture en ville, c'est aussi sauver des vies. Donc ça a un impact très fort. Donc voilà, il ne faut pas dire que je suis me caricaturer au maire du vélo, parce qu'on aura plein d'autres mesures sur plein d'autres sujets, mais c'est effectivement un moyen vraiment fort de lancer cette révolution des mobilités. Cette rénovation, cette révision du plan de mobilité, ça passe forcément par de la concertation. C'est un des points sur lesquels vous avez été attaqué également, sur le fait que vous n'avez pas concerté pour le pont Wilson, alors que, en effet, dans la campagne, vous avez mis beaucoup en avant le principe concertatif, la démocratie permanente, la démocratie avec les citoyens, renouveler en fait les pratiques. Là-dessus, donc il faut s'attendre aussi à ce que ça change dans la façon de faire. Bien sûr, ça va changer. Là, on a utilisé simplement le dispositif qui est en place. Le principe des pistes transitoires, c'est de faire d'expérimentation par l'expérimentation. Donc on met en place, et puis de manière légère. Et donc ça veut dire qu'on peut revenir en arrière à tout moment, on peut modifier. Là, on souhaite améliorer la sortie du pont Wilson jusqu'à la rue Voltaire, en reprenant aussi sur l'espace des voitures, et pour avoir une continuité sécurisée jusqu'à la bibliothèque. Donc c'est ça l'intérêt de ce processus expérimental, c'est que voilà, on essaye, et puis si ça fonctionne, on garde, si ça ne fonctionne pas, on modifie. Donc c'est un mode de concertation, à mon avis, qui est extrêmement efficace. Mais sinon, on a bien sûr des gros chantiers sur la participation citoyenne, puisque vous savez, il y a un certain nombre de projets, de grands projets de rénovation urbaine et puis de modification de quartiers comme le haut de la tranchée, on n'est pas très loin ici, qu'il faudra reprendre. Et là, on s'appliquera à avoir justement une démarche de concertation extrêmement forte, extrêmement ambitieuse, comme on a, à mon avis, on n'a pas vu jusqu'ici à Tours. Donc tout ça, on l'a bien sûr en point de mire, on y travaille, on fera les annonces au moment venu. Et puis sur les circulations, puisque c'est quand même le sujet, ce qu'on souhaite faire, c'est autour du projet du tram, qui va, lui, pour le coup, largement modifier les circulations sur la ville, avoir pour le coup un vrai travail en collaboration avec tous les acteurs de la ville sur un nouveau plan de circulation, parce que le tram c'est un transport en commun, mais il faudra et on travaillera structurant aussi sur l'urbanisme. Et on travaillera à avoir parallèlement du coup des pistes vélos sécurisées qui accompagneront, puisque ça sera un gros chantier, donc autant profiter de ce gros chantier pour créer d'autres voies structurantes vélo. Et puis on regardera comment il faudra modifier la circulation automobile. Donc ce chantier de concertation sur la mobilité sur l'ensemble de la ville, on va le mener en même temps que la réalisation de cette deuxième ligne de tram. D'accord. Vous l'avez dit, cet été, votre été, c'est pas résumé qu'au pont Wilson, il y a eu des choses de mise en place. Il y a eu notamment 2 projets phares qui avaient été annoncés dans la campagne, les inattendus, la programmation culturelle, on ne parle pas de festival, j'ai bien compris, et les estivales commerçantes qui ont été lancées en parallèle. Quel bilan vous en tirez de ces 2 événements ? Alors le bilan, on le tirera d'ici 15 jours, puisqu'on est un peu au milieu du gué. Sur les inattendus, on a le dernier week-end, qui est un week-end phare avec un nombre extrêmement important d'événements. Au global, ça sera quand même plus de 90 événements qui auront eu lieu sur l'ensemble du mois d'août. Et tout ça préparé en 3 semaines. Donc c'est un vrai succès qui est dû au travail des services de la ville de Tours. Et ça, on a été extrêmement touchés finalement de l'investissement des services de Tours dans nos projets, parce que c'est des projets qu'on avait annoncés, mais entre l'annonce et la réalisation, c'est compliqué. Si on a voilà, les services qui ne comprennent pas ce qu'on souhaite faire ou qui ne sont pas totalement investis, on n'y arrive pas. Et là, au contraire, on a eu un écho très favorable, un accueil très favorable, et donc on a pu mettre en œuvre ce festival qui avait pour objectif, je le rappelle, de soutenir les filières artistiques qui n'ont pas pu se donner en spectacle pendant toute la période du Covid, qui sont encore en grande difficulté, qu'il faudra continuer à soutenir, et puis d'organiser, d'essayer de redonner aussi un peu de joie dans les rues de la ville,
tout ça en respectant les contraintes du Covid, ce qui n'est pas simple. C'est pour ça qu'on les a appelés les inattendus, parce que voilà, on n'a pas fait un programme institué, puis c'était pour la plupart c'était une invitation à la curiosité aussi. Voilà, des événements qui étaient dans la rue, qui se déplaçaient pour pas qu'on ait de risque de regroupement trop important avec les risques ensuite de clusters voilà, liés au Covid. Donc beaucoup de contraintes, peu de temps et finalement je pense un très beau programme, et tous ceux qui sont tombés par hasard ou parce qu'ils avaient eu le programme 2 jours avant ont apprécié je pense ces inattendus. Donc c'est une forte satisfaction, et encore une fois je dis on n'est pas au bout de nos surprises, puisque ce week-end il y a encore un programme extrêmement dense, même si bon, ça sera fini au moment où on diffusera. Voilà. Et pour les estivales commerçantes, parce que là pour le coup certains commerçants ont un peu râlé. Oui, alors il y a eu des critiques. Il y a eu une réunion d'ailleurs cette semaine. Il y a eu une réunion, voilà, on s'était engagé là-dessus. Donc là, de la même manière, on l'avait annoncé dans notre programme. On avait déjà rencontré un certain nombre de responsables d'associations de commerçants pour annoncer ce qu'on allait faire. Là, l'idée sur les estivales, c'était de redonner de l'espace toujours en réponse à ce Covid. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il fallait le prévoir, parce que on n'en est pas sorti. À l'époque, on a eu une période où on s'est dit ça y est, on en est sorti. Malheureusement, le Covid est en train de remonter. Donc il va falloir justement reprendre et vraiment inculquer cette culture des gestes barrières. Donc les estivales, c'était l'idée, dans les rues qui sont un peu contraintes, comme la rue des Halles, de la piétonniser le samedi après-midi pour que les gens puissent avoir de l'espace, qui n'est pas ces queues à l'extérieur des magasins comme on a vu au début de la sortie du confinement. Et puis les gens qui se croisent en se regardant avec des yeux un peu inquiets, en se disant est-ce qu'en le croisant je ne vais pas avoir une transmission du virus. Donc voilà, l'objectif c'était de redonner de l'espace, parallèlement avec les inattendus, de créer des événements, un peu d'animation dans la rue. Donc il y a eu forcément, on a fait ça au mois d'août, donc c'est une période creuse, habituellement creuse en termes d'animation commerciale et de public. Donc il y a eu des ajustements qui ont été faits. Ce qui est intéressant quand même dans la démarche, c'est que le point d'orgue, c'est quand même le 5-6 septembre, parce que l'objectif aussi de ces estivales, c'était d'avoir une alternative à la braderie. De compenser un peu la perte. Ouais. Voilà, qui ne peut pas avoir lieu cette année. Donc on aura les 5-6 au-delà de la braderie, où on permet à des commerçants non sédentaires de venir s'installer en ville. Là, ce ne seront que les commerçants de Tours qui pourront déballer leurs produits sur le trottoir. Mais en tous les cas, ça permettra d'être un petit peu une alternative à cette braderie qui a été annulée. Donc on fera un état des lieux final après le 5-6 septembre. On a fait un état des lieux intermédiaire donc cette semaine, et ça a été très apprécié des commerçants qui, bien sûr, pour certains, n'étaient pas tout à fait satisfaits du dispositif. Donc ça permet de créer aussi, d'apprendre à se connaître, de créer des rendez-vous, puisqu'on s'est engagé à les revoir régulièrement, et puis de se mettre au point justement avant finalement la vraie rentrée des commerces, c'est-à-dire le week-end du 5-6, de se mettre au clair sur la manière dont on va aménager les espaces piétons, les espaces non piétons, la circulation, le stationnement. Donc voilà, plutôt constructif. C'est ce rendez-vous mardi dernier avec beaucoup de monde. Il y avait de l'attente, il y avait des choses à dire. Il y avait plus d'une centaine de commerçants qui étaient présents à l'hôtel de ville. Donc les adjoints, Iman Manzari, on est ressorti plutôt satisfait en disant voilà, on a crevé l'abcès, il y a des problèmes, on va les résoudre, mais au moins on crée un vrai contact. L'objectif aussi, la difficulté aussi avec les 2000 commerçants, parce qu'il faut le rappeler, on a une vraie richesse commerçante sur la ville de Tours, c'est de ne pas avoir 2000 interlocuteurs. Donc il faut aussi que les commerçants soient structurés. Donc on leur a rappelé ces messages-là, ils l'ont entendu. Donc là, c'est, je pense aussi, quand même une bonne manière d'entamer ce mandat en travaillant sur des événements. Ils ont envie que la ville participe plus à l'animation,
que la ville les aide dans leur travail et facilite finalement leur travail. Donc le rendez-vous a été pris et puis on verra comment se passera le week-end du 5-6, mais je pense que ce sera un beau rendez-vous. Quand on arrive au pouvoir comme vous, il y a forcément une volonté, des objectifs et on est parfois confronté en effet à la réalité, comme là avec les commerçants qui peuvent avoir des avis différents. C'est facile de se confronter à cette réalité, justement. Écoutez, ça remet en cause certaines choses. On s'y attendait. Après, nous, on avait expliqué pendant la campagne que de toute manière, on a plein de chantiers à faire. J'ai parlé de la révolution des mobilités, mais on a toutes les transitions à mettre en œuvre, la transition alimentaire, la transition énergétique. Donc c'est des gros chantiers. On a une obligation de changer un peu nos modes de vie. Donc forcément ça se fait avec des freins, avec des réticences, avec des résistances. On le savait, mais on va travailler pas à pas et toujours dans le dialogue. C'est la discussion qu'on a eue avec Iman. Ce qui est important, c'est de toujours dialoguer. On ne sera pas toujours d'accord, mais en tous les cas, et à chaque fois que je rencontre des acteurs de la ville, je leur dis comptez sur moi pour être respectueux et pour être toujours dans le dialogue. Donc on n'a pas de surprise. On se doutait bien qu'il y aurait des résistances, puisque effectivement notre programme sur certains sujets, il est assez bouleversant. Enfin, il implique une vraie révolution. Donc ça se fait jamais toujours avec un assentiment direct, mais il faut réussir à convaincre, il faut réussir à le faire. Je pense que l'enjeu c'est ça, c'est de réussir à convaincre qu'on prend la bonne direction. Donc pour ça il faut expliquer. C'est ça. Très bien. Toujours sur l'été, l'été a été forcément marqué par la crise du Covid. Depuis votre prise, vous avez, avec la préfecture, mis en place le masque obligatoire en partie sur la ville de Tours. Est-ce qu'on doit s'attendre à une généralisation du port du masque sur la ville ou pas? On n'en est pas là. On a rediscuté du sujet avec la nouvelle préfète, parce qu'on a eu aussi un changement de préfète pendant l'été. Donc là, l'objectif, c'est de simplifier un peu les règles puisque ça a été aussi, il y a eu un certain nombre de remarques de fait sur le périmètre, sur les horaires qui sont... c'est pas toujours très clair pour s'y retrouver. Ouais, c'est pas extrêmement facile, c'est pas limpide. Et là, il faut qu'on ait des consignes vraiment claires. La vraie consigne, et ce qu'il faut que tout le monde entende, c'est que voilà, on est dans une période où il y a un risque. Et maintenant, à partir du moment où il y a une densité de personnes, il faut mettre le masque. Il faut avoir ce réflexe immédiat. Donc ça, c'est vraiment la culture qu'il faut acquérir. Et puis au-delà de ça, donc on va essayer de simplifier pour que le périmètre soit vraiment clair et que les personnes ne se posent pas de questions sur les endroits où il y a obligation, quelle que soit l'heure, quelle que soit la densité, quel que soit le moment. Mais globalement, il faut qu'on ait un message plus clair. Et puis après, il faut qu'on travaille avec les professionnels, les restaurateurs, les personnes qui tiennent un bar sur des règles aussi à rappeler, puisque malheureusement, les règles de distanciation, la mise en place des gestes barrières, il y a eu un relâchement pendant l'été. Et comme ce sont surtout les jeunes qui sont touchés et qui transmettent, qui sont les vecteurs de transmission du Covid. Qui fréquentent plus de monde. Voilà, donc c'est dans les lieux, dans les bars de nuit, dans les restaurants où il y a ces problématiques-là. Donc de la même manière, on a prévu avec la préfecture d'avoir une réunion pour réunir les commerçants sur ces sujets-là. D'accord. On en vient, du coup, la transition est faite avec la rentrée, puisque la crise du Covid va forcément être au cœur de celle-ci, à la rentrée scolaire qui se profile. Quel message vous pouvez avoir auprès des Tourgeois aujourd'hui? Le message, c'est qu'il faut que la vie reprenne. Donc on va accueillir tous les enfants dans les écoles de la ville. On va mettre en place, et là aussi, je veux dire, on a maintenant un petit peu d'expérience sur les gestes barrières. Donc on mettra en place ce qui est nécessaire pour vraiment réduire les risques au minimum. Donc il faudra continuer à avoir les bons réflexes de se laver les mains régulièrement. Pour les enfants de plus de 11 ans, il y a le port du masque obligatoire. À l'élémentaire, on proposera des masques aux enfants qui le souhaitent. Tous les professionnels auront leur masque, donc on va réduire considérablement les risques. Et si si on respecte ces consignes-là, je pense que les choses se passeront bien, puisque sachant que parallèlement, il y aura un protocole
si malheureusement, et ça arrivera, c'est sûr, on a une personne qui est détectée positive dans le personnel ou dans les parents d'élèves, etc. Donc on fera en sorte d'avoir un protocole simple et rapide à mettre en place pour que voilà, il n'y ait pas d'extension, il n'y ait pas de création de clusters. Donc il se peut que des écoles soient fermées ponctuellement selon des cas positifs ou non? On va communiquer sur ces sujets-là rapidement, mais bien sûr, ça peut arriver. On fera en sorte que les perturbations soient vraiment minimales. Donc au niveau de la ville de Tours, on a relancé une cellule de crise qui se réunira régulièrement en contact permanent avec l'agence régionale de santé et puis avec la préfecture pour avoir à chaque fois, à chaque cas, vraiment une réponse rapide et proportionnée. C'est vraiment notre objectif, que tout de suite on sache ce qu'il faut faire et puis que voilà, ça soit à la mesure de la problématique. Il ne faut pas en faire trop ni trop peu. Un des points qui inquiète un peu les parents d'élèves, c'est aussi le temps méridien, la cantine. Comment ça va se passer? Ça va être des espacements dans le temps Alors là aussi, on a toutes les règles d'hygiène à respecter. Donc à chaque fois, bien sûr, après chaque repas, tout sera nettoyé. Avant chaque repas, tout sera prêt. Ensuite, il y aura des consignes, mais malheureusement, on ne peut pas démultiplier les espaces. Donc les enfants prendront leur repas avec les adultes autour d'eux. Donc là encore, c'est la culture du geste barrière qui doit prévaloir. Donc on mettra en place, en fonction des espaces, le plus de protection possible. On adaptera, mais voilà, je pense que les enfants aussi comprennent rapidement les risques, comprennent rapidement les gestes à ne plus faire. Et donc voilà, on réussira, je pense, à maîtriser tout ça. C'est aussi voilà, une habitude à prendre. Il y aura peut-être sur les premiers repas des consignes à passer, un petit peu de temps à prendre pour passer les bonnes consignes, mais rapidement, je pense que les bons réflexes seront là. Cette crise du Covid, est-ce qu'elle renforce un peu le poids des responsabilités que vous avez en tant que maire? Bien sûr, c'est forcément l'impact sanitaire. Enfin, je veux dire, ces questions de santé, c'est des questions extrêmement importantes. On n'a pas le droit de se rater sur ces questions-là, mais on est relativement serein sur la question, puisque ça fait quand même maintenant un certain nombre de mois qu'on vit avec ce Covid. Donc la culture, elle est maintenant bien présente dans les services et chaque personne, à titre personnel, voilà, on a tous maintenant bien en tête ces questions-là. Donc c'est une responsabilité, mais cette responsabilité, c'est aussi une responsabilité personnelle. Donc voilà, il faut faire face, il faut, comme je l'ai dit, avoir des réponses rapides et proportionnées. Et puis à partir de là, les choses devraient bien se passer. En parlant de réponses rapides, vous avez dit 6 ans, c'est court pour tout mettre en place. Donc ça vous oblige à une rapidité aussi dans vos actions, dans vos promesses de campagne. Quelles vont être les premières priorités là sur l'automne? Pour l'automne, nos priorités, ça va être de préparer le budget 2021. Et donc là, on rentre dans le cœur de notre projet, puisque voilà, on est en 2020, le budget qui avait été voté lors de précédents mandats. Donc on doit aller au bout de cet exercice, mais surtout on a déjà en point de mire donc l'année prochaine avec plusieurs chantiers à lancer. J'ai parlé du haut de la tranchée qu'il va falloir relancer. Il y a le projet tram où on est à la fin de l'étude. Il faudra prendre les dernières décisions, même si c'est un projet métropolitain, on est extrêmement impliqué dedans. Il faudra prendre les dernières décisions, ajustements sur le tracé et puis lancer la phase d'études techniques avant réalisation. Il y a d'autres projets d'urbanisme sur lesquels on va lancer des choses. Il y a ce grand chantier sur la démocratie avec
nos premiers chantiers de démocratie participative à lancer sur l'automne autour de la revégétalisation, puisque voilà, il ne faut pas rater le coche. Les plantations, elles se font en novembre-décembre, donc on est en train de réfléchir aux endroits où on pourrait avoir des chantiers symboliques forts de revégétalisation à travers la ville. Il y a la question du social et de la sécurité aussi. On a reçu 2 ministres en fin de semaine dernière et on a parlé de ces questions à travers les politiques de la ville, ces questions de sécurité, d'animation des quartiers, de mixité dans les quartiers. Et on souhaite vraiment renforcer un maillon extrêmement important entre les polices de proximité, donc nos polices de proximité et puis la population, c'est la médiation. On pense vraiment que c'est un maillon important voilà, qu'il faut redévelopper dans certains quartiers qui se sont sortis un peu abandonnés. Donc remettre de la médiation, c'est aussi anticiper les tensions, c'est avoir un lien permanent entre la population, entre nos polices municipales de proximité. Donc c'est ce chantier-là de la médiation. Voilà, on espère le lancer assez rapidement puisqu'il y a une vraie nécessité dans certains quartiers où il y a des grosses difficultés. On a besoin bien sûr du soutien de la police nationale dans des quartiers comme la Rotonde, voilà, où il y a une vraie difficulté, des trafics qui se sont installés. Donc ces gros chantiers de sécurité, il faut qu'on ait des réponses aussi rapides, à la fois avec la police nationale et puis qui s'inscrivent dans le moyen terme avec la création de nouveaux postes de médiateurs. On ne sait pas encore sous quelle forme, si c'est en régie, si c'est sous forme associative, si c'est avec le département. Mais en tous les cas, on a déjà des contacts et on en a discuté avec les ministres pour pouvoir amplifier et avoir le soutien de l'État sur ces politiques. Vous étiez avec la nouvelle préfète justement au Sanitas pour visiter le centre de dépistage l'autre jour. C'était pas anodin que ce centre de dépistage a été choisi. Vous avez parlé de la Rotonde. Le Sanitas, c'est un grand projet urbain. Vous avez repris en main ce dossier-là? On le revoit justement la semaine prochaine avec la préfecture. Donc on a peut-être encore à la marge quelques ajustements à faire. Sur le fond, il y a des parties importantes, intéressantes que l'on maintiendra, comme la rénovation ou la création ou la reconstruction de certaines écoles. Après, il y a la question de la Rotonde où il faut vraiment peaufiner le projet, mais avoir un projet fort, structurant pour la ville et faire en sorte que voilà, cette zone de non-droit qui s'est un peu installée disparaisse. Et puis on a sur le Palais des Sports aussi des ajustements à faire. Nous, on pense que sur le Palais des Sports, il faut faire un gros travail de rénovation thermique, rénovation énergétique. Par contre, on n'est pas du tout enclin à transformer le Palais des Sports en nouvelle arena. Donc voilà, on va reprendre certains points. Globalement, les grandes orientations sont bonnes et on les maintiendra, mais il y a quand même des inflexions à avoir sur un certain nombre de sujets. Alors, toujours sur les grands projets qui avaient été lancés ou annoncés dans le précédent mandat, on est face à la guinguette, on a le box Envie de Loire derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait de ces bords de Loire? Vous avez dit tout à l'heure que la Loire était importante à Tours dans le dynamisme. Est-ce qu'on rénove les bords de Loire? Oui, alors ça sera forcément un des sujets. Je pense qu'on a effectivement un potentiel extrêmement fort et en même temps la difficulté que ces bords de Loire, c'est une zone naturelle, donc il faut permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter sans dégrader la nature. Donc il faut avoir une approche avec beaucoup de précautions de ces sujets-là, mais avec notre pont Wilson piétonnisé, ça permet de faire un trait d'union entre les deux. Donc si l'expérimentation se passe bien, ce que je souhaite, le fait de pérenniser ce pont Wilson, ça redonnera justement voilà, une nouveauté, un nouvel attrait autour de ces bords de Loire. Donc on aura des réflexions sur ces sujets-là. Bien sûr, mais il y a d'autres chantiers en parallèle à lancer. Mais le projet Envie de Loire n'est pas une priorité de votre mandat? On va le revoir dans quelques semaines. On a justement pris la décision hier de voir les architectes qui ont travaillé sur ce projet Envie de Loire.
Et puis on décidera ce que l'on prévoit sur cette question-là. On va toujours regarder du côté de la Guinguette. Le mois dernier, vous y avez accueilli une vingtaine d'élus de grandes villes écologistes, socialistes. Cet été, vous avez eu pas mal de presse nationale également. Vous avez même signé une tribune. Est-ce que vous avez des ambitions nationalement? Est-ce que ça vous porte tout ça? Pas du tout. Mes ambitions nationales, c'est de favoriser le fait que les choses changent et que les politiques que l'on veut mener, le programme pour lequel on a été élu, on puisse le mettre en œuvre. Donc je ferai tout ce qui est possible pour faire en sorte que cela se réalise. En particulier, voilà, l'accueil des ministres à Tours, c'est important. C'est important d'avoir des relations. Sur les questions de sécurité, d'ailleurs, on a pris date avec la ministre pour que je sois parmi un panel d'élus locaux pour faire des propositions sur les politiques de la ville. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait avancer ces projets, en prenant des contacts avec les personnes qui, au niveau national, prennent des décisions. Et voilà, le réseau de ville, c'est extrêmement important aussi pour profiter des bonnes pratiques des uns et des autres. Et puis, ça nous a permis aussi d'avoir des contacts. Vous savez que le club de rugby est candidat pour être base arrière à la fois pour la Coupe du Monde 2023 et puis pour les Jeux Olympiques de 2024. Et donc, dans quelques jours, on aura une réunion en vidéoconférence avec un adjoint de la ville de Tours, de la ville de Paris, qui est en charge voilà, du projet de Jeux Olympiques 2024. Et c'est ce type de relation qu'on a pu nouer lors de la visite d'Anne Hidalgo, puisqu'on avait échangé sur ce sujet-là. Donc cette nécessité de travailler en réseau, elle est extrêmement importante. Et puis le retentissement national, il est important aussi pour montrer qu'il se passe des choses à Tours, qu'il se passe des choses dans d'autres villes de Tours et qu'on veut vraiment voilà, impulser un vrai changement de politique sur l'ensemble du territoire, parce que le climat le nécessite, parce qu'il y a cette crise démocratique, parce qu'il y a cette crise sociale. Donc c'est indispensable d'avoir des connexions au niveau national. Mais au-delà de ça, mon ambition, c'est vraiment de réussir à mettre en œuvre mon programme. Très bien. Eh bien, Emmanuel Denis, merci pour cet entretien. Et je vais vous souhaiter une bonne rentrée alors. Merci. À bientôt. À bientôt.